Vous croyez que tous les scientifiques sont des génies ? Seuls ceux qui survivent à leurs propres expériences étranges le sont. Des tentatives ratées de créer des hybrides hommes-singes au type louche dans les toilettes publiques. Voici 25 des scientifiques les plus dérangés et idiots de tous les temps. Numéro 25. Il est logique de commencer avec l'un des pères de l'empirisme, la croyance que la connaissance doit être fondée sur des preuves plutôt que sur des suppositions. Cet homme était Francis Bacon, le Britannique de la Renaissance qui a marqué l'écriture, la philosophie, la politique, la science et la conservation des aliments. Croyez-vous qu'une expérience stupide dans ce domaine lui a coûté la vie ? L'un des récits célèbres de la mort de Francis Bacon en 1626 raconte qu'il traversait la neige à Highgate, au nord de Londres, lorsqu'il eut soudain une idée. Et si la neige et la glace pouvaient conserver la viande ? On lui donna une poule plumée, qu'il remplit de neige pour tester sa conservation. Malheureusement, il n'a jamais eu la réponse. Il tomba gravement malade et mourut d'une pneumonie peu de temps après. Il avait raison au sujet du poulet, si seulement son instinct de survie avait été aussi aiguisé. Au moins, ses expériences ne lui ont pas donné l'air d'un pervers dérangé. Numéro 24. Le XXe siècle a été une époque folle pour le financement scientifique mondial. Et l'une des personnes qui en a le plus profité était le scientifique soviétique et expert en reproduction vétérinaire, le docteur Ilya Ivanov. Il pensait pouvoir prouver définitivement l'évolution de la manière la plus glauque possible, en démontrant que les humains et les singes pouvaient se féconder mutuellement. Et à partir de là, ça n'a fait que devenir plus étrange et plus illégal. En 1927, Ivanov et son fils se sont livrés à l'activité père-fils très normale d'inséminer 3 femelles chimpanzés avec du sperme humain. Ils ont eu accès à une station de recherche en Guinée française pour leur expérience étrange. Son fils portait un pistolet, au cas où les chimpanzés se défendraient. Mais même avec la technologie d'insémination de pointe qu'Ivanov lui-même avait développée, ils n'ont pas réussi. Ivanov n'était pas simplement un pervers quelconque. Il a obtenu un financement de l'Union soviétique, qui pensait que ses recherches soutiendraient leur position darwiniste face au fondamentalisme chrétien américain. Il a aussi reçu un financement de l'Institut Pasteur en France. Mais lorsque toutes les tentatives d'Ivanov pour inséminer des femelles chimpanzés ont échoué, il s'est rendu compte qu'il avait une autre option. Inséminer une femme humaine pour obtenir un bébé humain-dit. À cette fin, à la fin des années 1920, il a acheté un orang-outan mâle nommé Tarzan pour servir de donneur. Ensuite, il s'est mis à chercher des femmes humaines prêtes à participer à l'expérience. Il en a trouvé quelques-unes, toutes paraissant mentalement instables. Cependant, Tarzan est décédé d'une hémorragie cérébrale avant que l'expérience ait lieu. Les rêves tordus du docteur Ivanov prirent fin lorsque Staline décida qu'il ne voulait finalement pas d'humains. Puis il l'envoya au goulag dans le cadre d'une purge scientifique. Voilà donc un crime contre la nature. Et si on enchaînait avec un deuxième ? Numéro 23. Et si vous pouviez être aussi intelligent qu'Albert Einstein, et que tout ce que vous aviez à faire, c'était de manger son cerveau ? Ce concept de mémoire comestible, rare hors des hôpitaux psychiatriques de haute sécurité, est devenu l'obsession de scientifiques égarés étudiant les vers plats au milieu du XXe siècle. James McConnell avait mené des expériences pour démontrer que les vers plats, l'une des formes de vie les plus simples dotées de neurones, pouvaient former des souvenirs. C'était à l'époque où il n'était encore qu'étudiant, dans les années 1950. Mais une fois devenu scientifique, il était prêt à passer aux choses vraiment bizarres. Alors que d'autres scientifiques pensaient qu'il avait perdu la tête, il affirma que ses expériences montraient que la mémoire n'était pas dans les synapses du cerveau, mais encodée chimiquement dans les molécules d'ARN de chaque cellule. Vos souvenirs sont aussi présents dans votre pied que dans votre cerveau. C'est alors que les choses sont devenues terrifiantes. Convaincu que la mémoire était présente dans tous les tissus, il apprenait un tour à un ver plat, puis le découpait et en donnait les morceaux à manger à un autre ver plat. Cela provoquait, du moins selon lui, un transfert d'intelligence. Bien sûr, McConnell a précisé que le transfert de mémoire ne survivrait probablement pas à l'acidité du système digestif humain. Mais à ce stade, il passait un peu à côté de l'essentiel. Rien de tout cela n'avait de sens, ni de validité scientifique. Malheureusement, McConnell était passé d'un scientifique prometteur à un excentrique tourné en ridicule, publiant son propre magazine scientifique semi-satirique, The Worm Runner's Digest, pour partager ses théories farfelues. McConnell n'a pas vraiment laissé de traces dans l'histoire de la science. Notre prochaine scientifique, en revanche, l'a fait, et cela lui a coûté la vie. Numéro 22. Il est indéniable que l'approche pratique de Marie Curie envers la recherche est la raison pour laquelle nous connaissons aujourd'hui certains éléments radioactifs, comme le radium et le polonium. Il est également indéniable que, malgré le fait d'être l'une des rares personnes de l'histoire à avoir remporté des prix Nobel dans 2 sciences différentes, les recherches révolutionnaires de Marie Curie ont eu un coût personnel dévastateur. Les matériaux radioactifs qui l'ont rendue célèbre ont aussi causé sa mort. Elle est décédée le 4 juillet 1934 d'une anémie aplastique, directement causée
par la quantité de radioactivité à laquelle elle avait été exposée au cours de sa vie. La radioactivité avait rendu sa moelle osseuse incapable de produire davantage de cellules sanguines, et provoquant une mort douloureuse. Son exposition à la radioactivité était telle qu'elle a été enterrée dans un cercueil plombé pour protéger le sol et les personnes alentour. Plus d'un siècle après ces expériences célèbres, une grande partie de son matériel reste dangereusement radioactive. Le progrès scientifique fait certes beaucoup de martyrs, mais certains, comme le cas de notre prochain scientifique, auraient tragiquement pu être évités. Numéro 21. Les recherches du scientifique soviétique Alexandre Bogdanov ont sauvé des millions de vies, mais pas la sienne. Tout cela résultait des croyances étranges d'un des grands pionniers de la transfusion sanguine. Bogdanov était un véritable homme de la Renaissance. Il était un révolutionnaire bolchevique, un écrivain de science-fiction à temps partiel, un médecin et un philosophe. Mais c'est surtout sa technologie de transfusion sanguine qui inscrivit son nom dans l'histoire et le mena sur une table de morgue. En 1928, il s'est associé à un étudiant de 21 ans qui mourait de tuberculose et de paludisme, et il a décidé de procéder à une transfusion sanguine avec cet étudiant. C'était une réussite, du moins selon Bogdanov. Le sang jeune de l'étudiant rajeunirait son corps vieillissant. Bogdanov pensait, pour une raison quelconque, que son sang immunisé contre la tuberculose guérirait à son tour l'étudiant. Évidemment, cela n'a pas fonctionné, et Bogdanov est mort de façon totalement évitable, alors qu'il avait la cinquantaine, à cause d'une réaction transfusionnelle hémolytique aiguë. Ironiquement, l'étudiant s'est complètement rétabli, donc peut-être qu'il avait vraiment du sang magique après tout. Tout comme notre prochain scientifique pensait qu'il avait une voix magique. Numéro 20. Imagine que tu es en colonie de vacances, quand tu étais enfant, profitant de t'évader un peu, une occasion de vraiment laisser libre cours à ton imagination, et de vivre une aventure. Il y a juste un problème. Chaque nuit, alors que tu t'endors, une silhouette sombre apparaît dans un coin de la cabane et murmure « Mes ongles ont un goût terriblement amer. » Des centaines de fois. Ce n'est ni une scène d'ouverture de film d'horreur, ni la description d'une paralysie du sommeil terrifiante. C'est ce qui est réellement arrivé à un groupe de jeunes garçons, soumis à leur insu à une expérience scientifique par le professeur Lawrence Leuschon en 1942. Il voulait tester la théorie aujourd'hui discréditée de l'apprentissage pendant le sommeil, selon laquelle diffuser un enregistrement éducatif pendant le sommeil permettrait au subconscient d'absorber l'information. Leuschon a voulu tester si cela aidait à former ou briser des habitudes, et a donc organisé un camp d'été avec des garçons connus pour se ronger les ongles. Initialement, le plan était de faire jouer un phonographe, répétant sans cesse la phrase. Mais quand cela est tombé en panne, Leuschon a dû se faufiler lui-même dans la cabane la nuit et répéter simplement « Mes ongles ont un goût terriblement amer » pendant des heures d'affilée. Il affirmera plus tard que les résultats prouvaient la validité de la théorie de l'apprentissage pendant le sommeil, mais beaucoup ont critiqué l'expérience comme étrange, inquiétante et peu scientifique. Mais bon, au moins personne n'est mort, contrairement à notre prochain cas. Numéro 19. En 1753, le physicien germano-balte russe Georg Wilhelm Richtmann a à la fois marqué l'histoire et en est devenu une partie. C'est une figure tellement influente dans le domaine scientifique qu'il avait sa propre loi physique, la loi de Richtmann, qui porte son nom. À Saint-Pétersbourg, il a voulu savoir s'il pouvait capturer la foudre avec son nouvel appareil, le gnomon électrique. Il était relié à un fil qui partait du toit de sa maison. Son collègue qui l'aidait à l'époque, ainsi que M. Sokolov, diront plus tard que l'expérience avait au moins été un succès si on la considère sous un certain angle. L'appareil a bien capté l'électricité dans l'air, et il a produit un phénomène saisissant de foudre en boule, de l'électricité pure formée en une sphère éblouissante, qui a immédiatement frappé Richtmann à la tête. Le courant est passé par son pied jusqu'au sol, avec une telle force qu'il a percé un trou dans sa chaussure et l'a projeté à travers la pièce. Richtmann et le gnomon électrique ont tous deux été instantanément foudroyés. Mais il existe une certaine façon de se faire griller, sans électricité. Numéro 18. Le LSD est l'une des découvertes pharmacologiques les plus incroyables du XXe siècle. Il a inspiré la contre-culture et nous a valu certaines des meilleures comme des pires chansons des Beatles. Il est également largement admis qu'il possède un potentiel thérapeutique incroyable pour les personnes souffrant de maladies mentales résistantes au traitement. Mais une seule étude a jamais eu l'audace de se demander « Et si on faisait triper un éléphant de cirque à fond ?» L'éléphant en question était Tusko, un grand mâle éléphant indien du zoo d'Oklahoma City. Son destin a été scellé à jamais lorsque des chercheurs de l'université de l'Oklahoma ont tenté de lui administrer une dose vraiment héroïque d'acide, 297 mg. C'est environ 3000 fois la dose récréative pour un humain. Les scientifiques pensaient que cela suffirait à produire un effet sur un animal aussi grand que Tusko. Ils avaient largement dépassé la dose nécessaire. Ils ont injecté cette quantité folle de LSD à Tusko, puis ont attendu de voir s'il allait faire sa valise et franchir les portes de la perception.
Au lieu de cela, il s'est effondré en 5 minutes. Moins de 2 heures après, Tusko était mort. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Les scientifiques ne lui ont offert qu'un voyage direct vers l'au-delà. Mais ces scientifiques idiots ne s'en prennent pas qu'aux grandes créatures, ils harcèlent aussi les plus petites. Numéro 17. Selon vos connaissances, le docteur John Watson est soit le compagnon courageux du célèbre détective littéraire Sherlock Holmes, soit un psychologue influent qui a mené des expériences étranges et inquiétantes devenues célèbres. Et aucune n'était plus étrange, inquiétante ou carrément stupide que la tristement célèbre expérience du petit Albert. Watson, considéré comme le père du behaviorisme, affirmait que le comportement humain est davantage déterminé par des réponses conditionnées apprises, surtout durant l'enfance, que par la conscience intérieure. Le behaviorisme affirme que nous sommes des êtres d'habitude, ce qui, selon Watson, permet de programmer de nouvelles habitudes en nous. Comme faire qu'un petit garçon ait peur d'un rat blanc qui ne lui faisait aucun mal, par exemple. Dans cette étude de conditionnement classique totalement dépourvue d'éthique, il a présenté à un vrai bébé nommé Petit Albert un rat blanc et les a laissés jouer ensemble. Petit Albert n'a montré aucune aversion envers le rat, il était même heureux et curieux. Et puis Watson a frappé un marteau contre une grande plaque de métal, produisant un bruit fort et terrifiant qui a fait pleurer Albert. Il a répété l'expérience jusqu'à ce que la vue du rat fasse pleurer et trembler le bébé de peur. Finalement, la mère d'Albert a déménagé et a retiré son fils de l'expérience par là même. Peu de temps après, Watson a été contraint de démissionner après qu'une liaison extra-conjugale avec son assistante diplômée ait été révélée. Il a donc choisi de chercher un nouvel emploi, là où l'absence d'âme importait peu, la publicité et l'image de marque sur Madison Avenue. Passons au prochain exemple. Numéro 16. Un bébé chimpanzé pourrait-il être élevé pour devenir une sorte d'humain à l'apparence étrange? Évidemment non, comme n'importe quel primatologue vous le dira. Quoi qu'il en soit, un chimpanzé peut être vraiment dangereux lorsqu'il est mêlé aux humains. Aucun de ces faits pourtant évidents n'a empêché le psychologue comparatif Winthrop Kellogg de s'y essayer malgré tout. Il a décidé d'élever un bébé chimpanzé appelé Gua, aux côtés de son propre enfant humain, Donald. Au début de 1931, la famille Kellogg a adopté Gua dans leur foyer, curieuse de voir ce qui allait se passer. Pourrait-il élever Gua comme un enfant? Sa présence pousserait-elle Donald à se comporter plus comme un chimpanzé? C'est complètement insensé et incroyablement dangereux, mais ils ont vraiment tenté l'expérience. Ils ont été impressionnés de constater que Gua avait effectivement développé certaines aptitudes proches de celles des humains. Après 9 mois de socialisation, elle savait reconnaître et exécuter certains ordres, comme ramasser une tasse ou utiliser une cuillère. Elle était également capable de reconnaître les humains grâce à leurs vêtements et à leur odeur, même si ce n'était pas par leur visage. Donald a aussi adopté des comportements similaires aux chimpanzés enfants, car il passait beaucoup de temps avec Gua. Cependant, le développement a fini par atteindre une limite. Gua n'était pas physiologiquement capable d'apprendre et de répéter le langage humain, car même si les chimpanzés sont indéniablement des animaux incroyablement intelligents, ils restent des animaux. Les Kellogg ont estimé que l'expérience était allée trop loin.
Lorsque Donald a commencé à répéter les différents bruits que Gua faisait, ils se sont rendus compte que cette expérience avait en réalité beaucoup plus de chances de perturber Donald que de faire évoluer Gua, comme tout expert en primates l'aurait dit dès le début. Mais vous préféreriez dîner avec Gua qu'avec notre prochain scientifique répugnant. Numéro 15. Stubbs Fierce était un scientifique avec un nom étrange, et une raison encore plus étrange d'être célèbre. Il voulait prouver que la fièvre jaune ne se transmettait pas entre personnes par les fluides corporels. Sa façon de le démontrer était de s'exposer à autant de ces fluides corporels que possible. Quelques années après que l'épidémie de fièvre jaune de 1793 ait ravagé Philadelphie, les expériences de Fierce ont commencé. Il a commencé par faire des incisions chirurgicales dans ses bras, puis il a versé directement dans les plaies le vomi de patients atteints de la fièvre jaune. Fierce, n'ayant pas attrapé la fièvre jaune, ne s'est pas cru chanceux et a continué ses expériences. Au lieu de cela, il a décidé de redoubler, tripler et même quadrupler d'efforts, de la manière la plus répugnante qui soit. Il a versé du vomi de fièvre jaune directement dans ses yeux. Il a fait frire le vomi et il a inhalé les vapeurs. Il a bu le vomi pur et il n'a toujours pas été infecté. Et lorsqu'il était certain d'avoir éliminé le vomi comme vecteur d'infection, il s'est ensuite frotté du sang, de l'urine et de la salive infectée sur tout le corps. Il a montré que la limite entre scientifique et pervers autodestructeur est très mince. Mais au moins, il a prouvé de façon définitive que la fièvre jaune ne peut pas être contractée par les fluides corporels. Donc tout cela en valait la peine. Maintenant, tout cela était en réalité complètement inutile, bien sûr. La fièvre jaune, transmise par les moustiques, et Fierce a simplement utilisé des patients à un stade avancé dont le corps était déjà exempt du virus. On peut se demander si Fierce le savait, mais était quand même devenu accro au fluide de la fièvre jaune. Arrêtons d'en parler, et allons dans un endroit moins sale, comme les toilettes des hommes. Numéro 14. Non, monsieur l'agent, je faisais juste une expérience psychologique. C'est sans doute ce que vous diriez, si l'on vous surprenait à épier des gens aux toilettes. Mais vous pourriez avoir encore plus d'ennuis si vous leur disiez ensuite que l'étude s'appelait Personal Space Invasions in the Lavatory, Suggestive Evidence for Arousal. C'était en effet le nom d'une étude réelle des années 1970, observant de nombreux hommes urinant dans des toilettes publiques. L'étude posait une question plutôt puérile. Les hommes mettent-ils plus de temps à uriner lorsqu'ils se sentent à l'étroit dans des toilettes partagées ? Pour que cela marche, ils observaient discrètement pendant que leurs employés coinçaient à l'urinoir des participants qui ne se doutaient de rien. Ils ont mesuré le temps nécessaire à chacun pour commencer à uriner à l'urinoir, selon la proximité d'autres personnes. La communauté scientifique a largement condamné cette étude comme étrange, dégoûtante et surtout inutile. Mais si c'est une question qui vous a toujours tourmenté, on suppose que vous pouvez dormir tranquille en sachant que oui, il est effectivement plus difficile d'uriner quand on a le trac. En parlant des grandes questions de la vie, numéro 13. Quel est le poids de votre âme ? Non, ce n'est pas le nom de notre premier album emo rétro. C'est la question qui a été sérieusement posée par le médecin Duncan McDougall en 1907. Elle a d'ailleurs donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse expérience des 21 grammes. Pour quelqu'un qui n'est pas un scientifique de carrière, cela peut sembler intuitif. Il plaçait des patients mourants sur une balance spécialement conçue, puis enregistrait leur poids au moment précis de leur décès. Si l'âme quittait vraiment le corps à la mort, pensait-il, alors toute perte de poids constante pourrait révéler son poids. Déjà, c'est un peu fou. Mêler une vision étrange de la science à un sujet religieux complètement métaphysique. Mais après avoir mené l'expérience, il a développé l'hypothèse que le poids de l'âme humaine serait probablement d'environ 21 grammes, soit 0,7 onces. Cependant, c'est incroyablement étrange pour de nombreuses raisons. Numéro 1. L'expérience n'a été menée que rarement, car de nombreux mourants préfèrent passer leurs derniers instants en famille plutôt que sur la balance d'un médecin. Elle avait aussi le problème de ne reposer que sur un échantillon de 6 personnes, ce qui est ridiculement faible pour faire une affirmation d'une telle ampleur. Et si cela ne suffisait pas, une seule des 6 personnes testées a réellement confirmé l'hypothèse que McDougall testait. Donc, malgré la rumeur des 21 grammes relayée sur internet par des contracoleurs, ce n'est qu'une légende urbaine, fondée sur une expérience mal conçue. Parfois, les expériences idiotes ne sont pas si profondes. Parfois, elles sont juste complètement ridicules. Numéro 12. Selon toi, quelle est la chose la plus stupide sur laquelle tu pourrais dépenser des milliers de dollars ? Une McMansion dont tu ne pourrais pas payer l'entretien ou les taxes ? Des milliers de Beanie Babies ? De la crypto-monnaie ? Ou une étude utilisant des poulets avec des queues de dinosaures en plastique pour comprendre la démarche des dinosaures ? Oui, c'était une vraie étude, et elle a remporté un prix Ig Nobel, une récompense scientifique satirique pour des études inhabituelles. Que s'est-il passé ici ? Les scientifiques ont conclu que les oiseaux descendent des dinosaures.
Comme les poulets sont parmi les oiseaux bipèdes les plus répandus, ils ont fait un choix inhabituel. En fixant une queue de dinosaure artificielle à un poulet, ils voulaient observer la démarche d'un dinosaure, selon leur logique. Pour résumer, il marche très accroupi, presque à l'horizontale, la queue servant de contrepoids. Bref, chaque centime était bien investi. Les poulets dinosaures ne vont sans doute pas changer la donne. Mais que diriez-vous d'une théorie qui bouleverserait tout l'univers, si ce n'était pas du grand n'importe quoi? Numéro 11. Impossible d'aborder la mauvaise science sans évoquer l'Autriche et l'Allemagne dans la première moitié du XXe siècle. De nombreuses théories scientifiques étaient carrément maléfiques à cette époque, surtout avec le mouvement nazi. D'autres étaient juste bizarres et stupides. L'ingénieur Hans Horbiger a créé une théorie révolutionnaire avec le Weltkreisler, qu'il n'a même pas élaboré à partir de recherches comme un scientifique classique du courant dominant. Au lieu de cela, il a découvert cette théorie révolutionnaire lors d'une vision. Et quelle était cette théorie? Bon, comment dire ça? Donc il croyait essentiellement que la glace était la force centrale de l'univers, liant toute la réalité ensemble grâce à son pouvoir cosmique. Cela n'avait peut-être aucune utilité et aucun fondement dans la réalité, mais Hans continuait malgré tout à la promouvoir avec ferveur lors de sa tournée de conférences publiques. Ce sujet est devenu un débat particulier dans la culture germanique, si bien qu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, on se disputait pour déterminer si la doctrine de la glace cosmique était une théorie aryenne ou influencée par des idées juives. L'approche, elle, ajoute une boisson fraîche et rafraîchissante à l'équation. Numéro 10. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les médecins et les scientifiques pensaient que l'on pouvait utiliser le lait comme substitut du sang lors des transfusions sanguines. Le résultat, énormément de problèmes. Pour contextualiser, les groupes sanguins n'ont été découverts qu'en 1901. Avant, les transfusions étaient un vrai pari, sauf avec un parent proche. On pouvait réaliser ce qui semblait être une transfusion sanguine parfaitement réussie, pour voir ensuite le patient faire une réaction soudaine et mourir. Beaucoup cherchaient une substance universelle pour les transfusions, et certains scientifiques ont pensé au lait. La transfusion sanguine avait déjà une histoire étrange. Elle existait depuis la fin du XVIIe siècle, parfois couronnée de succès par pur hasard, et, dans d'autres cas, absolument terrifiante. Des scientifiques pensaient soigner des troubles mentaux en transférant le sang d'animaux aux caractéristiques souhaitées dans le corps des patients. C'est comme donner à une personne gravement malade mentale et agressive le sang d'un agneau pour la calmer. Évidemment, cela n'a pas marché, et c'est une idée absurde. La recherche a ralenti au point mort pendant presque 2 siècles. Sans la connaissance cruciale des groupes sanguins, cela a été considéré comme une pratique barbare et mortelle, et elle a même été officiellement interdite par le Vatican pendant un certain temps. La nouvelle ère du lait a commencé en 1854, avec les docteurs James Bovell et Edwin Otter, qui croyaient que les particules grasses du lait se transformeraient en globules blancs. Ils ont utilisé cela comme prétexte pour injecter du lait aux gens. Du lait de vache d'ailleurs, même pas du lait humain. Le premier patient sur lequel ils ont essayé cette méthode a en fait montré des signes d'amélioration. Les 5 suivants sont tous morts. C'est vite devenu la tendance santé aux États-Unis, jusqu'au steak cru et à l'eau de rivière contaminée. Même les scientifiques peuvent être très stupides. Voici ce qui arrive quand on combine stupidité et méchanceté. Numéro 9. La maladie mentale est complexe, avec des causes très individuelles, de la chimie du cerveau à la psychologie ou la neurologie, mais le tristement célèbre docteur Henri Cotton avait une vision très différente. Et si toutes les maladies mentales étaient causées par une infection physique, comme une dent infectée? Ce serait énorme, si c'était vrai. Le problème, c'est que ce n'était pas du tout le cas. En tant que nouveau médecin de l'hôpital d'État du New Jersey pour les aliénés en 1907, Cotton voulait se faire un nom. Il avait lu que les patients souffrant de forte fièvre, à cause d'une infection, étaient susceptibles d'halluciner et d'avoir des délires. Donc, peut-être que l'un était directement lié à l'autre. Cela l'a conduit à pratiquer des opérations de masse, arrachant les dents carriées des patients de l'hôpital, se demandant si, peut-être qu'en faisant cela, il arracherait aussi leurs traumatismes mentaux. Clairement, le plus fou de tous, c'était celui qui dirigeait l'asile ici. Quand cela a échoué, il n'a pas admis ses erreurs ni reculé? Non, ce serait lâche. S'ils étaient encore atteints de troubles mentaux, c'était parce que leur corps avait encore des infections cachées qu'ils n'avaient pas encore éliminées. Il retirait les amygdales des patients souffrant de troubles mentaux, puis si nécessaire les testicules ou ovaires, s'il pensait qu'ils étaient à l'origine de votre manie. Certains ont même subi l'ablation du côlon. Serait-il surprenant d'apprendre que les opérations de cet homme affichaient un taux de mortalité stupéfiant de 45%? Statistiquement, c'est presque aussi mauvais que de laisser pile ou face décider de votre sort. Il n'a pas fallu longtemps avant que la population de l'hôpital ne soit remplie des victimes mutilées de Cotton. Lorsqu'il a finalement quitté l'hôpital, il a pu transformer ce succès en devenant médecin privé.
Il a commencé à extraire des dents pour traiter les troubles mentaux de l'élite du New Jersey. Des gens avec plus d'argent que de bon sens ou de bonheur. Bien qu'il ait été un scientifique incompétent et un boucher fou avec ses patients, Cotton n'a jamais subi les conséquences de son vivant. Croyez-le ou non, nous avons un scientifique fou encore plus monstrueux. Numéro 8. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas le nom de Sidney Gottlieb, mais il y a de fortes chances que vous connaissiez son œuvre la plus infâme. Un projet de chimie de la CIA appelé MKUltra. Le but était d'étudier le LSD comme outil de lavage de cerveau, en s'inspirant des méthodes des criminels de guerre nazis et des monstres qui travaillaient à l'unité 731. Les crimes de MKUltra sont trop nombreux pour être détaillés ici. Le projet a échoué dans tous ses objectifs scientifiques, laissant derrière lui misère humaine et mort. Sidney Gottlieb était un scientifique incompétent, notamment pour sa manie de droguer ses collègues de la CIA au LSD, juste pour observer les effets. Frank Olson, collègue de Sidney Gottlieb, en fut l'une des victimes les plus malheureuses. Frank Olson fut parmi les premiers scientifiques affectés au laboratoire secret de guerre biologique américain à Fort Detrick, Frederick, Maryland, durant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, cela l'a mené à une confrontation avec Sidney Gottlieb, qui a drogué sa boisson lors d'une sortie d'entreprise. Cela a entraîné une crise de nerfs embarrassante pour Olson devant tous ses collègues. Ce fut le début d'une spirale pour Olson. Paranoïa et soucis professionnels l'ont rendu fou, menant à sa chute mortelle toujours contestée d'une fenêtre d'hôtel en 1953. Rien dans l'expérience de Gottlieb n'était conforme à l'éthique ou à la méthode scientifique. Ce n'était qu'un sadisme gratuit qui empruntait le manteau de la science pour une fête costumée. Voici un fait étrange que vous ignorez sûrement, même si l'affaire MKUltra vous fascine aussi. Après l'échec du projet et le retour de Gottlieb à la vie civile, il choisit une nouvelle carrière. Bec de naissance, Gottlieb a obtenu des qualifications en orthophonie et a exercé la majeure partie de sa vie comme orthophoniste dans des collèges et lycées. Suivre des séances d'orthophonie du scientifique fou le plus tristement célèbre des États-Unis devait être incroyable. Espérons qu'il était plus compétent et éthique dans ce domaine qu'en chimie. Numéro 7. Est-il étrange de traîner avec son meilleur ami scientifique et de se torturer mutuellement les testicules pour faire progresser la science ? Que ce soit bizarre ou non, deux scientifiques nommés Herbert Woolard et Edward Carmichael ont fait exactement cela en 1933. Ils ont collaboré pour accrocher des poids aux testicules de l'autre, afin d'explorer les sensations et l'impact scientifique. Juste des gars qui font des trucs de gars. Ne t'inquiète pas, ils injectaient parfois aussi des anesthésiques locaux dans leurs testicules, en ajoutant les poids. On vous jure que c'est une vraie étude, et pas juste une étrange fanfiction BDSM qu'on aurait inventée pour la vidéo. Est-ce que ça en valait la peine au final ? Qui peut vraiment le dire ? Il faut au moins respecter ceux qui sont prêts à se blesser les couilles pour la science. Mieux eux que nous. Numéro 6. Jack Parsons était l'une des personnes les plus étranges de cette liste. C'était un brillant scientifique spécialiste des fusées, pionnier du carburant solide, mais aussi apprenti sorcier sexuel auprès de l'occultiste Aleister Crowley. Il possédait une loge magique à Los Angeles, où il fréquentait un groupe d'excentriques partageant ses croyances religieuses obscures. Ces passe-temps étranges ont influencé ses recherches scientifiques de façon surprenante. Avec le temps, Parsons s'est investi dans l'occultisme, s'est lié à L. Ron Hubbard, futur fondateur de la scientologie, et a tenté de mettre l'antéchrist au monde. Jusqu'à ce que Hubbard parte avec la belle-sœur de Parsons et la plupart de son argent. Quand sa vie s'est effondrée, il a fait des erreurs de jugement, perdant ses habilitations de sécurité et ses chances d'obtenir des contrats gouvernementaux dans le domaine des fusées. La fin la plus tragique de l'histoire de Jack Parsons a eu lieu suite à une manipulation imprudente du fulminate de mercure. Il a succombé à ses blessures 37 minutes après l'explosion. La nouvelle a été si soudaine et brutale qu'elle a littéralement tué sa mère le même jour. À ce jour, des rumeurs circulent encore sur le fait qu'il s'agissait vraiment d'un accident ou d'une dissimulation pour une tentative d'assassinat. Mais Parsons, malgré son génie, a toujours été quelqu'un de désordonné toute sa vie. Pourquoi cela serait-il différent ? Numéro 5. Presque tous ceux intéressés par les expériences psychologiques ont entendu parler de l'expérience de la prison de Stanford. Lors de cet incident, le psychologue Philip Zimbardo a transformé de simples étudiants universitaires en prisonniers et en gardiens dans une prison factice. S'ensuivit une rapide descente dans la cruauté, l'humiliation et les abus, les participants adoptant vite leur rôle attribué. Cette étude a longtemps été citée comme preuve que, dans certaines conditions, presque tout le monde peut être poussé à adopter des comportements dont il ne se serait jamais cru capable. Et c'est totalement absurde scientifiquement. Comme de nombreuses études emblématiques, les méthodes de cette recherche sont discutables et révèlent que Zimbardo a forcé pour obtenir ces résultats. Zimbardo a entraîné ses gardiens à être particulièrement brutaux et à imposer des règles et des directives qui les encourageaient à être encore plus déshumanisants.
La cruauté des gardiens avait été élaborée et répétée à l'avance, tandis que les prisonniers étaient plongés sans aucune préparation. Ni les prisonniers ni les gardiens n'ont réagi uniformément, remettant en cause l'idée d'un schéma réel autre que celui que Zimbardo attendait. Donc au final, cela ne prouve pas l'obscurité cachée dans le cœur humain. Cela prouve simplement qu'une histoire tordue peut arriver quand on en invente une, et qu'on manipule les données ensuite. Numéro 4, voici un message de service public de The Infographic Show. Ne mettez rien dans votre œil sans l'avis d'un médecin. Le biohacker autoproclamé Gabriel Lazina n'en a visiblement pas tenu compte lorsqu'il essayait de trouver un moyen pour les humains de voir dans le noir. Il a préparé un mélange d'insuline, de diméthylsulfoxide et de chlorine E6, un médicament utilisé pour traiter la cécité. Donc si vous prenez un médicament qui traite la cécité et que vous le mettez dans les yeux d'une personne voyante, le résultat sera sûrement une supervision, non ? Telle était la logique de l'expérience, mais elle passait à côté d'une faille majeure. Un œil laissant passer plus de lumière voit mieux dans l'obscurité, mais devient aussi plus vulnérable aux dommages en plein jour. Gabriel a eu de la chance. Il a constaté qu'il était plus facile de voir dans l'obscurité, grâce à la substance versée dans ses yeux, plutôt que d'être immédiatement aveuglé. Il était redevenu normal le lendemain matin. Numéro 3, c'est presque une mauvaise blague de traiter Joseph Barcroft d'idiot, alors qu'il est l'un des scientifiques les plus acharnés qui existent. Mais on ne dit vraiment cela que parce qu'il a survécu. Et quand on fait le genre de choses absolument insensées que Barcroft a faites dans la quête du savoir humain, survivre relève d'une improbabilité statistique totale. Barcroft a collaboré avec l'armée sur l'oxygénation et le sang, ce qui fut utile durant la Première Guerre mondiale face aux armes chimiques qui ravageaient l'armée britannique. Car si les Britanniques aiment la moutarde, ils n'aiment pas le gaz moutarde. Barcroft a pris le taureau par les cornes et est entré directement dans une chambre remplie de cyanure d'hydrogène, s'exposant lui-même directement. Il y est resté pendant 10 bonnes minutes, survivant à une chambre à gaz avant de sortir et de poursuivre ses recherches. Pour étudier la circulation sanguine, il s'est aussi enfermé dans un congélateur jusqu'à l'hypothermie et la perte de connaissance. Mais cela paraît dérisoire face à sa folle expérience. Passer une semaine dans une chambre pauvre en oxygène pour étudier ses effets sur le corps. Après avoir survécu à la chambre, sa peau était d'un bleu éclatant. Les expériences de Barcroft étaient folles, mais on ne peut pas le traiter d'idiot car il a survécu. Nos deux derniers scientifiques n'ont pas eu autant de chance, avec leurs expériences risquées. Numéro 2. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner lorsqu'un physicien nucléaire un peu cow-boy décide de jouer avec une énorme masse de plutonium instable, surnommée le Demon Core ? Il s'avère que tout peut mal tourner, et de la manière la plus horrifiante qui soit. C'est exactement ce qui est arrivé à Louis Slotin, et à tous ceux qui ont eu la malchance de travailler avec lui, ce jour fatidique, du 21 mai 1946. Sans vous faire patienter pour un cours complet de physique, Slotin menait une expérience qu'il appelait « chatouiller la queue du dragon ». Il s'agissait d'utiliser un tournevis pour manipuler le Demon Core et provoquer une réaction de fission. Ses collègues disaient à Slotin que c'était une idée terrible qui finirait par le tuer, mais il continuait malgré tout. Tout a culminé lors de l'accident de criticité, où il a laissé tomber son tournevis, provoquant l'encapsulation totale du cœur par le déflecteur supérieur, et exposant tous les présents à d'énormes doses de radiation mortelle. Slotin est mort 9 jours plus tard, dans d'atroces souffrances. Simplement parce qu'il n'a pas suivi les conseils sur cette chose extrêmement dangereuse qu'il faisait pour paraître cool. Numéro 1. Jusqu'où iriez-vous pour gagner une dispute ? Si vous pensez que vous fixeriez une limite avant de vous laisser dévorer vivant par des insectes jusqu'à en mourir, alors vous n'avez pas les convictions morales du docteur Jesse William Laser. C'était un homme dont les ennemis étaient le paludisme et la fièvre jaune, maladies contre lesquelles il voulait tout faire pour lutter. Lorsqu'il a été nommé à la commission sur la fièvre jaune par l'armée des États-Unis, qui à la fin du 19e siècle considérait les maladies contagieuses comme la fièvre jaune comme l'une des plus grandes menaces pour l'armée, Lazier a découvert des recherches suggérant que les moustiques pouvaient être un vecteur de la maladie. Ces recherches sur le paludisme l'avaient rapproché de ces insectes mortels, et il croyait fermement à la véracité de ses travaux. Et quelle meilleure façon de le prouver que de se laisser piquer par des moustiques qu'il pensait être infectés par la fièvre jaune. C'est exactement ce qu'il a fait. Et pour ses efforts, il est mort de la fièvre jaune un peu plus de 2 semaines plus tard. Il était peut-être mort, mais au moins, il avait raison. Consultez 12 scientifiques américains ont disparu ou sont morts. Que se passe-t-il ? Ou regardez ceci à la place.